Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de l'Académie de l'Opéra, un format que nous vous proposons et dont les principaux interlocuteurs seront donc Sophie Franck, ici présente pour ce premier épisode, et moi-même, Marie Poisa. Je commence par me présenter très brièvement. Donc, je travaille au sein de l'Académie de l'Opéra. Je suis professeure, donc j'enseigne auprès des enfants de tous âges. Et puis, je fais des études de chant à la Haute École de musique de Genève. Je suis en master. Je suis aussi une spécialité en pédagogie. Voilà, et ben je laisse tout de suite la parole donc à Sophie, qui est donc la personne qui va principalement interagir avec moi au cours de ces podcasts. Et donc, je te laisse te présenter. Eh bien, merci beaucoup, Marie. Voilà, bonjour. Oui, alors, je me présente, Sophie Franck, soprano. Alors ça, c'est sur le papier. Et puis, par derrière, il y a plein d'autres termes qui vont se rajouter parce que j'aime surtout créer, j'aime la pédagogie, j'aime écrire, j'aime beaucoup transmettre. C'est vraiment un... Je me pose d'ailleurs toujours la question à l'aube de mes 60 ans. Finalement, qu'est-ce qui me définit? Beaucoup de choses finalement, mais surtout la créativité. J'aime inventer, ouais, je suis un peu spéciale. Je pense que j'essaye toujours de réinventer la roue parce que elle est bien ronde, mais je pense qu'elle peut aller encore plus vite et plus loin. Très bien. Et ben je vois justement qu'on est entouré d'objets, de décors, de partitions, d'instruments de musique. Est-ce que Et de maquettes de théâtre. et de maquettes de théâtre, justement, donc différents arts ont l'air d'être présents au sein de cet espace. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus justement sur ton rôle dans l'école et puis comment sont nées toutes ces inspirations? Ah, ces inspirations, elles sont nées dans la nuit des temps. Finalement, c'est simplement que mon parcours personnel m'a amené depuis très très jeune finalement à cette envie de transmission et toutes ces maquettes, elles sont un peu le résultat de l'univers intérieur que je m'étais créé euh, par rapport à mon vécu, par rapport à mon vécu personnel, intrafamilial, très compliqué. Et puis cette envie d'en sortir, c'est-à-dire vraiment l'outil de la résilience. Et pour moi, l'art, l'opéra ont été vraiment les moteurs de ma résilience. D'accord. Donc ça a été aussi un peu le résultat d'un chemin personnel mêlé aussi à une histoire familiale. Justement, je crois que tu viens donc d'une lignée un petit peu d'artistes. Est-ce que tu veux nous dire un peu comment tu as justement trouvé ta voie? Est-ce que ça a été évident d'emprunter la voie artistique ou pas? Alors bon, chez moi, c'est un parcours tellement particulier qu'il faudrait tout simplement parler de la genèse. C'est-à-dire que mon père était chef d'orchestre et pianiste, premier prix de conservatoire de Genève. Ma mère était danseuse, première danseuse à l'Opéra de Genève à l'époque où le Grand Théâtre avait brûlé, donc les spectacles étaient déplacés hors des murs. Et ma mère était en même temps assez talentueuse puisque là, à l'âge de 15 ans, elle a été repérée par Ernest Ansermet, qui tout de suite a décelé qu'elle avait une jolie voix, qui lui a donné le rôle d'Ignolde. Mais malgré tout, elle était danseuse de formation et de passion, vraiment de passion. Et, et donc, tout naturellement, elle s'est après tournée vers la chorégraphie, maître de ballet. Elle a été assistante de Boris Kniazev pour la naissance de cette superbe invention qu'est la barre à terre. Elle était avec Noël Winkelmann. Elles étaient les deux seules, on peut dire, premières assistantes de Boris Kniazev, qui revenait justement qui était russe, mais qui revenait des ashrams en Inde où il avait travaillé le yoga et il voulait intégrer des parties du yoga dans l'approche de la danse. Et tout ça a donné naissance finalement, c'est peut-être là le germe de cette grande aventure que je continue, que je perpétue.
Parce que j'ai toujours entendu depuis petite de la bouche de ma maman cette envie aussi de transmettre ce cadeau qu'elle avait reçu de Boris Kniazev. Et cette baratère pour danseurs, elle l'a après adaptée pour les chanteurs. Donc il y a toute une baratère pour chanteurs qui est extraordinaire, qui permet de renforcer la musculature des chanteurs, de développer la voix, de renforcer la sonorité, la puissance, etc. Mais c'est une autre histoire, fera l'objet d'un autre podcast. Et finalement, ma mère a été engagée, donc avant ma naissance, elle est partie à Tokyo. Elle a été donc engagée par l'Opéra de Tokyo pour s'occuper de la compagnie de ballet, du Tokai Ballet, où elle était donc chorégraphe et maître de ballet, et où son objectif principal était justement la transmission de cette fameuse baratère pour la compagnie de cet opéra, de ce ballet. Et finalement, donc je suis née 9 mois plus tard à Osaka, en 63, puisque j'ai rien à vous cacher, et que je vais faire mes 60 ans à la fin de l'année. Et donc, je nais dans ce milieu artistique. Mon panier dans lequel je fais mes siestes est toujours dans les salles de répétition. Donc, je suis totalement imprégnée des répétitions de ballet. Mes 4 premières années étaient vraiment, on peut dire vraiment baignées dans la musique, mais surtout la musique de répétition de ballet, puisque mon père était au piano et faisait le DJ, on peut dire, pour les répétitions. Donc ça, c'était assez sympa. J'ai très peu de souvenirs du Japon, sauf voilà des petites anecdotes amusantes. Et puis à l'âge de 4 ans, nous sommes revenus sur Suisse, à Genève. Et là, finalement, je suis rentrée à Jacques Dalcroze. J'ai fait donc de la rythmique, comme tous les petits enfants genevois à l'époque, parce que c'était vraiment, c'est vraiment cette ouverture vers une pédagogie qui à l'époque se voulait nouvelle, qui était inventive et très féconde. Et donc ça m'a beaucoup marquée dans ma petite enfance. Et puis par la suite, j'ai fait du violon, du piano, du violoncelle, de la flûte à bec, de la guitare, enfin je sais pas. J'ai pas fait de castagnettes, mais j'ai fait pas mal de choses. Et puis en parallèle, à partir de l'âge de 4 ans, j'ai fait mes débuts sur la scène du Grand Théâtre de Genève. Donc en arrivant du Japon, mon premier opéra, c'est Butterfly, qui se passe au Japon. Donc déjà, une grande incompréhension en tant qu'enfant, parce qu'on avait quitté le Japon, et tous les soirs, je me retrouvais au Japon. Ça, c'était un peu particulier. Et puis, j'étais pas avec n'importe qui, j'étais avec la plus grande soprano, Dame Gwyneth Jones, qui est quand même une soprano extraordinaire, qui a fait tous les grands rôles wagnériens, etc. Et j'étais dans ses bras en 1968 ou 67, lors de cette production de Butterfly, et ça m'a beaucoup marqué. Étrangement, j'ai une vision de ce Japon-là qui m'a beaucoup plus imprégnée finalement. Et quand même Puccini, c'est l'amour de ma vie. Puccini, c'est toute ma vie. Tous mes grands succès étaient reliés à Puccini. Lorsque j'ai gagné mes prix, c'était grâce à Puccini. Donc voilà, ça a donné quand même une teinte magnifique à ma vie artistique. Alors, en parallèle, la vie familiale était insupportable. Voilà. Ce qui faisait que c'était vraiment une vie presque schizophrène. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la famille, beaucoup de violence, un divorce très, très difficile, violent, avec des choses incroyables, des images aussi très traumatisantes pour un enfant. Et alors, un monde imaginaire qui me tendait les bras, et qui a été très très vite pour moi ma vraie patrie. C'est-à-dire que ma vraie patrie, c'est l'opéra. C'est l'opéra, c'est la scène, c'est le théâtre, c'est la créativité, c'est ce besoin de recréer sans cesse. Voilà. Et de recréer du beau, parce qu'on pourrait à un moment donné partir dans d'autres voies, mais pour moi, c'est vraiment de créer du beau, puisque il faisait défaut dans mon parcours. Oui.
Donc du coup, c'est à la fois, effectivement sur, la scène et dans ce milieu que tu as pris un peu tes racines Tout à et fait. en même temps que tu as pu aussi, t'évader et c'était comme un échappatoire, et du coup, comment est-ce que, parce que ça fait un peu, enfin, on voit et tout que c'est effectivement que c'est vraiment très beau et que ça fait rêver et on en a besoin pour vivre et justement quand, on traverse des choses difficiles. Et comment, du coup, est venu aussi le goût de la transmission, de la pédagogie? Est-ce que c'était un peu en parallèle? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce que tu as eu un déclic à un moment? Et puis du coup, bah, la naissance, de l'école, voilà, comment est-ce que tout ça, ça Alors s'est je fait? pense que la genèse de tout ça, je la retrouve à la naissance de ma petite sœur. Donc j'ai une petite sœur qui s'appelle Jeanne, avec qui je travaille. Et lorsque ma petite sœur est née, j'étais, évidemment, pas en échec scolaire, mais enfin je comprenais pas vraiment ce que je venais faire à l'école, alors que le soir j'étais à l'opéra Mmh. et que c'était beaucoup plus riche et plus intéressant, qu'on y chantait en toutes les langues. Et puis le monde de l'opéra est un monde très intéressant, donc je me remplissais finalement de tout ça et j'étais tout le temps sur scène parce qu'on faisait appel à moi pour, des petits rôles de figuration, pour chanter dans les chœurs d'enfants, donc Mmh. j'étais sur scène. Alors, l'école à côté de ça, c'était franchement pas vraiment mon truc Mmh. et j'ai compris que j'allais souffrir à l'école. J'ai compris et je me suis dit: «Je veux pas que ma petite sœur souffre comme moi» et mon petit frère par la suite aussi, parce que droit derrière ma maman a donné naissance à un petit frère et je me suis dit: «Je veux leur simplifier l'arrivée à l'école» et là, j'ai mis en place des systèmes. Je voulais que ma sœur et mon frère arrivent à l'école en sachant lire et écrire, pour pas qu'ils connaissent le traumatisme que je vivais. Et je m'étais dit en fait, que voilà, il fallait que j'invente des systèmes qu'on ne nous proposait pas à l'époque, parce que la Mmh. pédagogie était, ce qu'elle était à l'époque. Et là, on était là où elle en était, c'est-à-dire que voilà, il fallait apprendre à lire un peu, c'était la fin Oui. des coups de Il y règle, avait mais pas la psychologie du tout. encore Non, et on toutes comprenait les pas qu'un études. enfant comprenne pas, Oui. voilà. Il y avait il y avait vraiment un manque de compréhension de l'enfant. Mmh. Et donc du coup, ben, j'avais inventé tout un système de petites cartes avec des sons, avec des trucs qu'aujourd'hui qu'on trouve, dans le Ouais. commerce puisque ça a été, largement, développé par les pédagogues, et j'ai t voilà, cette envie de transmettre et à l'âge de 10 ans, ma mère reçoit un contrat, pour aller travailler en Allemagne, à Darmstadt, dans une ville qui avait beaucoup souffert de la guerre, donc on est dans les années 70, c'est assez pauvre, l'opéra a dû être complètement, reconstruit, donc c'était un bloc en béton parce que la ville avait été rasée par les bombes. Donc j'arrive là en Allemagne et je dois apprendre l'allemand. Je comprends pas un mot, pas un traître mot de cette langue, et je me suis dit: «Mais alors là», déjà que j'étais pas bonne à l'école en français, mais alors là, catastrophe. Et je refusais d'ouvrir les dictionnaires. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, ça passait tout par, l'oral. Mmh. Et finalement, c'est un système que j'ai gardé, que je conserve aujourd'hui dans ma transmission pédagogique, parce que je ne veux pas que les enfants soient troublés par la lecture, dans leur apprentissage de la lecture. Donc très tardivement, je leur donne le texte, en allemand ou en Mmh. anglais ou en italien, parce que ça va, hem, leur causer des problèmes après pour la compréhension et pour qu'il y ait quand même une cohérence dans la lecture, puisque c'est quand même la langue maternelle Ouais. dans laquelle on devrait pouvoir lire couramment. Puis après se rajoutent les autres langues. Oui. Mais s'il y a trop tôt, un mélange, un mishmash, ça devient très compliqué pour l'enfant Mmh. de dire: «Mais alors pourquoi en anglais il y a GH, à la Mmh. fin de ce mot, on dit pas «ge»?» Alors ça devient, compliqué. Donc très vite, j'ai compris qu'il fallait que je passe par l'oral Oui. et j'ai appris l'allemand comme ça. C'est-à-dire que même les règles qu'on me donnait, oui, der, die, das, die, den, die, das, die, das, der et tout ça, toutes les
conjugaison des temps, génitif, datif, etc. Je me suis dit: «Bon, je la prends parce que voilà», mais Oui. je l'ai pris un peu par-dessus la jambe parce que finalement, je me suis rendu compte que je l'apprenais très bien, de mémoire. C'est-à-dire Mmh. que ma mémoire auditive me permettait d'enregistrer, tout ça. Et là, de nouveau, je m'invente des méthodes de sioux pour survivre parce que à la maison, c'est l'enfer. Ma mère s'est remariée avec son troisième mari. Je vous ai sauté le deuxième parce que il était très gentil, mais il était alcoolique et c'était pas la joie non plus. Mais le troisième était pire que tout puisque c'était un monsieur allemand qui était, absolument, d'une violence, inouïe et c'était ce qu'on appelle aujourd'hui un pervers narcissique. C'est-à-dire que extérieurement, il était costard-cravate, il avait un sourire, de Colgate, oh, j'aurais peut-être pas dû dire le nom du dentifrice. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais, en fait, voilà, il avait un sourire, tout blanc quand on était à l'extérieur et dès que la porte se fermait derrière lui, heu, il devenait un monstre. Monstre. C'est-à-dire que, il enlevait sa veste, sa cravate, il remontait ses manches et il nous tabassait, il m'a pété le nez, il m'a cassé voilà, c'était une violence qui durait entre 10 et 15 minutes. Comment je le sais? Parce que je le minutais, hein, quand j'étais adolescente, et en rébellion, heu, voilà, je Mmh. regardais la montre pour voir passer les minutes et je comptais combien de coups de pied, combien de coups de poing, à quel moment je tombais par terre et je le notais scrupuleusement dans mon petit cahier. J'avais un petit, cahier. À ce moment-là, mes grands-parents ont essayé de me récupérer. Et donc il y a eu pas mal de problèmes parce que ma tante a fait une demande aussi, pour me récupérer, mes grands-parents et toute cette violence finalement m'a donné l'opportunité d'aller vraiment vers l'outil de résilience et l'outil de Mmh. résilience c'était le seul qui était à ma disposition. Oui. C'est-à-dire la créativité, l'inventivité, le chant. Parce que on devait jouer le jeu à l'extérieur. On n'avait pas le droit de dire, qu'on m'avait pété le nez, que j'avais des bleus partout, que j'avais pas Oui. le droit d'aller au cours de gym. Donc il fallait quelque chose. Et ce quelque chose, ben, ça a été, de dessiner l'opéra. C'est pour ça qu'il y a toutes ces maquettes, autour de nous. C'est-à-dire que moi, en tant qu'enfant, à partir de l'âge de 10 ans, mes cahiers, au lieu d'être des cahiers de maths et d'algèbre, auxquels je ne comprenais traîtrement rien et je ne voyais pas à quoi ça allait pouvoir me servir, était rempli de décors, de costumes, de voilà, et puis le soir, après l'école, à 5 heures, quand tous les enfants rentrent à la maison, j'étais à l'opéra et je suivais les répétitions de ballet avec, les productions, je suivais les répétitions Mmh. d'opéra, donc en italien, en allemand, en anglais et finalement les langues étaient devenues, j'ai pas eu à apprendre les langues, elles Mmh. sont rentrées en moi naturellement. Mmh. Et je me suis dit: «Mais en fait, tous les enfants devraient avoir cette chance-là». Mmh. En fait, j'ai vu ma détresse comme une chance Mmh. incroyable. C'est-à-dire que j'avais à portée de main, heu, une fenêtre qui allait être une très grande fenêtre, une baie Mmh. vitrée, qui allait me donner cette vision à 360°, sur un monde Mmh. extraordinaire. Et avec mes frères et mon frère et ma sœur, parce que vraiment la terreur vivait à la maison. On était enfermés, on sortait pas, on n'avait pas de contacts sociaux, on n'avait pas le droit d'aller chez les copains, on n'avait pas le droit d'inviter des copains à la maison. Oui. Donc on était obligés pour survivre d'avoir un monde à nous. Oui. Donc on montait des petits spectacles entre nous et dès que les parents arrivaient, paf, donc Oui. c'était une troupe itinérante, Oui. voilà. Et c'est intéressant parce que j'avais un amour incroyable pour ma mère. J'avais un amour et une admiration pour ma mère qui n'est jamais parti parce que, je la voyais plus comme une victime de ce bourreau, mais bien que j'ai pris conscience par la suite qu'elle nous a pas protégés, bien au contraire, elle nous jetait un peu Mmh. dans la gueule du loup. Mais je lui en ai jamais voulu parce elle était un peu comme, l'étoile du berger, hein, la première étoile qu'on voit le soir. Ah voilà, mon point de Mmh. repère, eh ben, c'est mon étoile du berger. Je sais qu'elle est là tous les Mmh. soirs
Et voilà, j'avais un amour incroyable pour ma mère et pour ma sœur, Mmh. démesuré. Et je voulais protéger mon frère et ma sœur de cette violence. C'était pas évident, hein, c'était Oui. vraiment un monde très très fermé. Et en plus, comme on était des étrangers quand même, on Mmh. était des franco-suisses en terre étrangère, on nous regardait quand même comme un, un petit peu Ausländer. Oui. Voilà, on était Ouais. un Donc peu, à différents mm, niveaux, tu voilà, pouvais te sentir différente voilà, culturellement aussi différents. et ouais, bien On sûr. mangeait pas comme eux, voilà, c'était quand même un autre monde. Et puis les Allemands avaient quand même beaucoup souffert de la délation et de la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient traumatisés. Mmh. Donc à cette époque-là, pour des Allemands, d'aller dire aux autorités: «Il y a des enfants battus», ça revenait à des heures sombres en fait, Oui, hein, de mémoire. Mais oui, il y a eu quand même des événements étonnants. Voilà. Alors tout ça pour revenir oui. à cet outil de résilience qui est l'art et la Mmh. créativité. Et dans mes cahiers, je remplissais donc de dessins, etc. Et j'écrivais, très tôt, j'écrivais mes envies de créer Mmh. des opéras, de simplifier Oui. les opéras pour les enfants. Oui, et c'est déjà c'est impressionnant, tout ce que tu racontes parce que c'est enfin, comment tu as réussi finalement à contourner, déjà, tout un système qui te coupait un petit peu de ton vécu sur différents plans, que ce soit à l'école, dans un a par un apprentissage qui était certainement pour toi, du coup, un peu trop théorique, alors que tu avais déjà beaucoup de matière en toi et cetera. Et puis à la maison, fallait déjouer tout un système de violence et de le faire toujours, finalement, en suivant la voie de ton cœur et puis un chemin qui est sain. C'est franchement, c'est très enfin, courageux et Je pense qu'on n'a pas qu'au on n'a pas vraiment le choix. oui, C'est ouais, marche ou crève, et je ouais. pense que je n'avais pas le Mmh, choix et c'est vrai finalement. que tu as eu la chance aussi d'avoir un monde qui t'a Ah tendu oui, les mains et d'avoir un espace où tu t'es dit: «Bah, c'était ma tiens, vraie maison. la vie», il y avait un espace de vie finalement où effectivement, comme on l'a dit, tu pouvais prendre tes racines et puis évoluer. Et comment parce que du coup, tu parles beaucoup de, l'imagination. Mhm. Et quand on fait de la musique, de l'art, on sait à quel point c'est important. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement le passage de ce monde un petit peu, donc que tu construisais, toi avec tes frères et sœurs et cetera, et puis finalement à la réalité et puis les certainement les difficultés parce que quand on justement faire vivre, un désir, c'est, Mhm. le confronter à la contrainte du réel Oui. et c'est souvent, difficile, ça demande pas mal de résistance aussi pour que ça puisse passer les épreuves. Donc, comment, voilà, ce passage un peu de l'imaginaire, du désir à la réalité, comment est-ce que ça s'est fait? Alors ça s'est fait par des processus très très longs, effectivement, mais très intéressants parce que on doit faire appel à son imaginaire intérieur. Et l'imaginaire intérieur, pour qu'il se matérialise, c'est tout un processus vraiment d'aller chercher au fond d'un puits des ressentis, des émotions, du vécu, et de les traduire d'abord, il faut les admettre, c'est-à-dire les Mmh, accepter telles qu'elles sont, et se dire que on va aller chercher une émotion, on va aller chercher du vécu, et on va l'amener euh, à la lumière. mmh, Donc on va aller dans les ténèbres, on va rentrer dans ces ténèbres. Ça veut dire aussi accepter de rentrer dans ses propres ténèbres intérieures. Et ces propres ténèbres intérieures, on les a dans nos rêves, on les a dans nos peurs, on les a dans nos moments de solitude, de tristesse, de désespoir, hein. On a tous ça dans la vie, mmh. à des échelles différentes. Elles sont toutes, elles ne sont pas comparables. On n'a pas à comparer les souffrances des uns et des autres. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'aller chercher finalement dans le vécu quelque chose qu'on peut transcender. C'est un processus qui est assez long pour arriver à le matérialiser, c'est-à-dire pour que l'imaginaire devienne matière. Il y a quand même tout un processus de prise de conscience, d'acceptation. Et la matière pose un problème aussi, Mmh. parce que on a aussi plein d'a priori sur matérialiser les Oui. choses, hein.
Donc Surtout quand on est un peu idéaliste, j'imagine que il voilà. doit falloir faire un peu des concessions et Voilà, entre le monde matériel, le monde spirituel, le monde imaginaire, tout ça. C'est vrai que sur le plan spirituel, parce qu'on n'en a pas parlé, mais moi j'ai eu la chance d'avoir très très jeune, j'avais la foi, et la foi m'a porté. Mm. Après, pour d'une personne qui n'a pas la foi, c'est peut-être pas la même foi. Mm. C'est-à-dire la foi en la vie, la foi en soi, la foi en une espérance, Mm. en des choses. On a tous nos mots pour dire des mots MOTS, hein, pour qualifier ce qu'on a au fond de nous. Et finalement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que l'être humain est tellement riche. Et moi, je trouve chaque être humain merveilleux, plein de ressources, et chacun peut aller au fond de ce puits Mm. pour aller excaver, vraiment excaver de la matière, de la glaise, comme on dit au début de la Bible, hein, Dieu a façonné Adam avec de la glaise pour qu'il devienne un être humain, et après on lui donne un souffle. Mm. Et ce souffle, c'est la spiritualité, enfin cet Mm. esprit, l'esprit de vie. Et le souffle est très lié justement à la pédagogie, à tout ce qu'on va parler par la suite dans nos podcasts Oui, futurs, puisqu'on n'a pas pu encore aller si loin. oui. Mais du coup, comment, à quel moment, parce que donc moi qui travaille ici, effectivement, je sens enfin, tout ce qui apparaît dans ton discours, la créativité, la volonté aussi de laisser vraiment chacun s'exprimer, prendre sa place. Et de pas être dans quelque chose dans un cadre qui soit rigide finalement et un petit peu brimant, on va dire, à certains Ou égards. statique. Voilà. À quel moment tu t'es dit, bah moi c'est une école que voilà que je veux fonder pour les enfants et voilà, ouais. Je l'ai eu très tôt. Ok. En fait, quand j'y pense, à l'âge de 10 ans, 11 ans, j'étais sur les bancs de l'école en Allemagne et je m'embêtais à 300 sous de l'heure parce qu'au début, je comprenais rien du tout, mais vraiment rien. Et à ce moment-là, je me suis imaginée, parce que j'étais vraiment une idéaliste, hein, je rêvais de créer un village d'opéra. Et d'ailleurs, j'en parlais autour de moi. Je disais, ah, je vais rencontrer quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui serait d'accord de construire un village d'opéra. Et je crois que finalement, quelqu'un l'a construit en Afrique quelque part. Et faudrait que je le retrouve, mais j'ai entendu dire que quelqu'un l'avait fait. Parce que pour moi, voyager dans ce monde magnifique de l'opéra, ça me permettait vraiment j'étais dans une créativité incroyable. J'avais inventé du haut de mes 11-12 ans un train fantôme de l'opéra avec que des personnages d'opéra. J'avais Don Giovanni qui surgissait, j'avais des personnages de Wagner, je veux dire, tout ce que je vivais sur scène, j'avais envie que les autres enfants le vivent aussi par une expérience ludique. Et ça, je pense, c'est à ce moment-là vraiment qu'est née cette idée. Alors je dessinais, je peux même pas vous dire, mais moi j'étais passionnée d'architecture, probablement une de mes vies antérieures, très certainement. Et je dessinais vraiment, je dessinais des maisons autonomes qui ne consommaient ni électricité ni rien du tout et qui étaient dans un village idéal. Ça, c'est comme ça que je m'endormais tous les soirs pour survivre. Et tous les soirs, j'imaginais ce village avec de la musique, avec un festival, avec des restaurants musicaux. Enfin, oh là là, un rêve total pour moi. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, mais il me faut une école dedans, Mm. parce qu'il va falloir former des gens Ah pour oui. transmettre ça. Et c'est à ce moment-là qu'est née vraiment cette idée qu'il fallait que je crée un cursus où j'expliquerais aux enfants l'histoire de l'opéra. Et ça Ok. s'est mis en fait en place. Et quand j'ai eu mon premier enfant, mon fils adoré, Benjamin, c'était aussi au milieu d'une violence incroyable, hein, parce que son père était très violent. J'ai atterri dans un milieu que je ne connaissais pas, mais avec une continuité de la violence puisque je l'avais pas réglé antérieurement. Donc je n'ai fait que continuer le Répéter. schéma. Et donc Benjamin est né là au milieu et j'avais 20 ans. Et en revenant sur Genève, je me suis dit, moi, je travaillais à plein temps pour subvenir aux besoins de mon fils. Et je me suis inscrite au conservatoire. Enfin, je me suis réinscrite pour des cours, parce que j'avais été avant également.
Et là, je me suis dit, ben voilà, j'aimerais créer un petit groupe d'opéra pilote avec des Ok. enfants. Et c'est né à Genève en 1987. Ok. Mon fils avait 2 ans et demi. Et il a été mon cobaye. En fait, il a expérimenté les Noces de Figaro, la Flûte enchantée en allemand, Hänsel und Gretel en allemand. Et donc là, tu parles déjà d'une école ou d'une compagnie Non, là, c'était une petite école. C'était une petite école Ouais. déjà, d'accord. C'était une petite école qui s'appelait Opéra, école d'opéra pour enfants. Ok. Et on commençait dès 4 ans, sauf Benjamin qui avait une excuse puisqu'il était mon fils Oui. et qu'il avait 2 ans et demi. Il devait avoir 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est vraiment en l'écoutant aussi jouer dans sa chambre, Benjamin, donc il avait un petit garage avec des voitures, et je l'entendais, il chantait « Non piandrai farfalloni amoroso ». Et je me suis dit, mais il chante en italien. Mm. Et il me donnait toutes mes répliques, parce que j'étais à l'école d'opéra Mm. pour adultes. Et je me suis dit, il faut que je fasse cette école pour les enfants. Oui. J'ai senti vraiment à ce moment-là que je me suis dit, mais voilà, cet enfant, il est baigné dans l'opéra comme je Oui. l'étais, et finalement, il répète ce qu'il entend. Mm. Donc un enfant est un perroquet qui va, Mm. qui va Oui, répéter ce bah, qu'il on entend. apprend, Les belles oui, hein. choses aussi, hein, c'est ça. Oui, justement, oui, tu as voulu Et donner surtout, la possibilité aussi de, comme toi, tu as pu avoir un espace où tu as pu justement recevoir aussi des belles choses et conserver, et justement pour pouvoir les reproduire, au lieu de reproduire à côté des choses plus difficiles que tu as vécues, tu as voulu donner aussi cet espace, l'offrir à des enfants qui en tout ont à pas fait. forcément, qui Alors en on avaient pas avait surtout forcément des l'occasion. enfants, effectivement, on avait des enfants qui n'étaient pas issus du milieu Oui, musical, pas du tout. Et d'ailleurs, moi je vais vous dire que 90% des enfants qui viennent dans mon école d'opéra ne sont pas issus de milieux mm, musicaux, même pas culturels. C'est souvent des gens au contraire qui sont juste intéressés, qui ont envie de donner quelque chose en plus à leurs enfants. mm. Mais j'ai très rarement des enfants de musiciens. Ils se méfient peut-être de ma démarche un peu, peut-être, comment on peut dire, Bah, finalement, tu as pris un petit peu le contre-pied aussi peut-être des enseignements, un des peu plus institutions. des institutions, Ouais, plus scolaires, on va dire, absolument. et justement, qu'est-ce qui différencie, bah, l'école oui, du cursus scolaire un peu classique que tu as connu ou musical? Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a de différent, oui, C'est de laisser à chaque enfant sa place de créativité. oui, C'est vraiment de laisser à l'enfant sa propre place. super. Qu'est-ce que je voulais te demander aussi, justement, par rapport au développement de l'enfant, heu, pour toi, le rôle de l'art, finalement, quel est le rôle de l'art dans le développement, Il est humain? essentiel. Oui. Et du coup, comment aussi l'école y contribue, Mais je pense que ça fait ça fait l'objet de tout un podcast. Là, on est en train Ah! de donner, de mettre l'eau à la bouche Oui, de nos auditeurs, parce que quelque part, ça c'est tout un oui, podcast. Comment l'art oui, c'est s'inscrit vrai que dans le développement de l'enfant, oui, hein, oui. et comment et on va dire vraiment ce développement de l'enfant est au cœur de tout ça. Mmh. Ouais. Mais quand on dit enfant, on parle aussi de grands enfants. Mmh. Parce que j'aime aussi m'adresser à des adultes et parfois des gens d'un certain âge qui Ouais. sont aussi des enfants, qui ont besoin de retrouver l'enfant en eux. C'est pas Mmh. qu'une histoire d'âge. Oui, 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 tout à Et fait. moi, je suis une gamine, hein, la preuve, avec tout ce qui Il m'entoure. y a plein de c'est vraiment, riche, On fera visiter d'ailleurs, on comme fera endroit. visiter. Ouais. Oui, et On a plein de jeux hein, oui. pour découvrir le souffle, le chant, Mmh. et j'aime beaucoup ces jeux parce qu'ils sont très dynamiques et chacun, Mmh. c'est à la portée de tout le monde. Oui, Ce n'est pas discriminatoire. et du coup, depuis combien de temps elle existe, l'école là, l'Académie de l'Opéra?
Ben, en fait, depuis 1987, elle a toujours un peu existé. C'est-à-dire Ouais. que voilà, après il y a eu des trous parce que j'ai eu 2 autres enfants, donc et que j'ai pu moins m'y consacrer. Puis Mmh. surtout, je chantais beaucoup. J'ai chanté à Zurich, voilà, j'ai chanté localement, Mmh. et c'est vrai qu'à une période, voilà, j'ai fait des concours, j'ai fait Mmh. des auditions, j'ai fait des productions, et puis finalement, heu, vraiment la transmission Mmh. a pris une grosse place dans ma C'est vie. toujours quelque chose, vers laquelle t'es J'ai es été tu ramenée. revenue, Oui. ouais et du coup, ouais, ouais. Aussi même le fait de vivre le stress des concours et des auditions, je me suis dit: «Ah oui, il faut que si un jour j'ai des jeunes et que Mmh. il faut que je les accompagne, il faut que je les aide à surmonter ça», Mmh. ou quels sont les outils pour, pas forcément Mmh. pour réussir un concours, mais pour le vivre bien. Ouais. Parce que le but, c'est pas de gagner. Mmh. Le but, c'est la bataille qu'on mène par Mmh. rapport à soi-même. Mmh. Et puis, voilà, moi je pense que c'est ça. Puis on devient un peu Mmh. philosophe parce Mmh. avec l'âge, on devient un peu philosophe, on se Mmh. tasse un peu. On s'élève On aussi. s'élève aussi, on se casse et on s'élève. Tout à fait. Mais du coup, enfin, ce qui ressort, c'est que c'est vraiment, d'une grande, générosité parce qu'en fait, Heu, parfois aussi, on croise des personnes qui veulent pas tout dire, qui gardent un peu parce qu'ils ont eux-mêmes, eu des difficultés. Alors, mince, hein, il faut que les autres, ils galèrent un petit peu aussi Ah oui, je sais et pas si c'est ça, ou si c'est parce qu'ils ont peut-être pas les outils pour le transmettre. peut-être aussi, c'est Ou vrai, la peur, parce c'est qu'il y a une vrai. peur effectivement, il y a une peur à transmettre. Mmh. Elle il faudra peut-être qu'on en parle aussi dans un des Mmh. podcasts parce que la peur de transmettre, elle est liée à plein de choses. On peut se Ouais. tromper, on peut Oui, c'est aussi, à un vrai. moment donné, avoir peur de dire: «Ah bah tiens, Mmh. peut-être que là, je Mmh. m'aventure dans un truc, Mmh. peut-être c'est pas la bonne chose». J'ai travaillé avec des enfants autistes et là, j'ai Mmh. eu des retenues. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut pas tout faire avec, Ouais. Et du coup, peut-être pour finir, un petit peu, l'épisode, est-ce que tu veux juste nous parler justement de ton travail, d'enseignante, de ce que ça t'a apporté? Parce que, bah, du coup, moi qui, aussi commence à enseigner, je me rends compte que voilà, que c'est difficile, bah, parfois d'être toujours exemplaire, qu'on a c'est pas tout rose, on a de la culpabilité, on donne beaucoup. Est-ce que tu veux nous parler un peu de tout ce que tu as appris justement? Parce que toi, tu as beaucoup d'expérience et voilà, comment tu t'es ajustée? Sur quelle était un peu ta ligne, alors ma ligne, elle est multiple parce qu'on n'est pas, d'un bloc. Ma ligne est multiple Mmh. parce qu'il faut avancer sur tous les plans de notre personnalité. C'est-à-dire que travailler sur son ego, c'est la première chose. Mmh. Pour que l'ego ne vienne pas, Ouais. Faut être très humble quand il on faut être enseigne. très humble. Et puis l'ego, nous joue des tours, hein. Ouais. Donc c'est notre ennemi principal, c'est pas notre adversaire, c'est vraiment notre ego qui veut pas se laisser dire les choses, qui veut pas se laisser corriger, qui refuse finalement des fois d'avancer. Et puis c'est comme dans une psychothérapie, hein, il faut se livrer. Enfin, il y a tout un chemin intérieur. Moi, je pense que là, si on parle vraiment de tout ça, on est obligé de parler de la multiplicité des canaux à développer. Mmh. Et que ça soit la psyché, que ça soit la philosophie. Moi, je m'intéresse à beaucoup de choses, hein. Je suis un peu comme toi, Marie. Je me retrouve beaucoup dans ton parcours parce que vraiment on s'intéresse aux choses, profondes, Mmh. et ça, je pense que c'est capital aussi pour enrichir tout ce discours. On peut pas juste dire: «Voilà, je vais créer une école d'opéra, je fais du fric, nanana». C'est pas ça. Mmh. Pour moi, alors là, j'arrête tout de suite parce qu'il Ouais. y a pas de contenu. Et Mmh. moi, je veux transmettre du contenu, je veux transmettre de l'humanité. L'humanité, ça veut dire des émotions, ouvrir le cœur des gens. Ouvrir ce cœur des gens. En Europe, Mmh. on a le cœur fermé, on a de la peine à prendre quelqu'un dans les Mmh. bras, et en plus, après le Covid, encore pire. Ouais. Mais c'est vrai que la générosité, c'est pas forcément tactile, hein. Mmh. Prendre quelqu'un dans Ouais, ses ouais. bras, ça peut être aussi symboliquement juste, Mmh. de lui donner des phrases qui vont le Ouais, cocoler, hein. tout à Moi, je fait. pense que c'est très important. Et donc tous ces canaux multiples, c'est la psyché, la spiritualité, l'éthique, Mmh. l'éthique, Tout à fait. qu'on doit avoir. Moi, quand je donne mes cours de chant, je cite toujours de qui j'ai reçu tel ou tel exercice. Oui. Je cite mes maîtres, par souci d'éthique. Mmh. Et les profs qui ne le font pas, je pense
se coupent de l'éthique Mmh. parce qu'ils veulent dire: «Ah, ça c'est de moi, ta ta ta». Non, Mmh. il y a la poule, il y a l'œuf, il y a la poule, il y a l'œuf et on sait jamais. On Mmh. peut pas remonter, Oui. on peut remonter indéfiniment. Donc voilà, l'idée c'est quand même d'avoir de l'éthique, de la spiritualité et de faire grandir tous ces éléments en nous Mmh. simultanément, ce qui est pas facile Mmh. parce que rien que récemment, j'ai refait une thérapie en psychogénéalogie parce que justement, j'ai pas fini de travailler. Oui. On me dit souvent, c'est l'oignon, il y a des couches et Voilà, on c'est un couche, voilà, puis ça repousse. Alors, si on se met à planter l'oignon, c'est fini. c'est aussi accepter que, bah, Ouais. finalement, on sait pas trop non plus et puis on fait avec notre histoire, nos émotions Ah, totalement, et on essaie absolument. effectivement d'en faire quelque chose de beau. Et ben, est-ce que tu veux dire quelque chose pour, finir Alors, je pense que ou la conclusion, elle est toute simple. Il faudra continuer à nous écouter parce qu'on a encore plein de choses à raconter. oui, oui et ben, je te remercie beaucoup, Sophie pour ce premier Merci épisode. Marie, C'était, génial. une super, entrée, en fait dans bah, finalement, pour entrer dans l'univers de l'école, quoi de mieux que d'entrer aussi dans ton univers, dans ton imaginaire, dans tout ton vécu qui est déjà un très beau voyage et puis voilà, il y a plein de sujets. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des sujets qui sont à venir? On a abordé, bah, du coup, plus spécifiquement la question, bah, toute la technique, la pédagogie, La la spiritualité, oui, spiritualité, les l'imaginaire, émotions, l'imaginaire, oui, le oui, tout corps à fait, aussi le corps. effectivement parce que c'est quand même quelque Le chose dans la yoga, société, comment ça, voilà, ouais, comment qui faire entrer là où on invitera